Le ministre des Outre-mer est de retour à Nouméa. Cela va faire presque un an que la crise insurrectionnelle du 13 mai a eu lieu. Pour cette troisième visite ministérielle, Manuel Valls va séjourner durant 10 jours avec un objectif, tenter de signer un accord pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Même si des consensus ont abouti dans le document présenté par le ministre sur des notions comme la citoyenneté calédonienne, la gouvernance ou encore le corps électoral, certaines divergences persistent, notamment le lien avec la France et plus particulièrement l'exercice du droit à l'autodétermination. Première de la série des bilatérales à être accueillie aujourd'hui par le ministre, la nouvelle composante du FLNKS n'est pas en phase de négociation. Selon le Front, tout est possible, la poursuite comme l'arrêt des discussions. Enfin, les loyalistes envisageraient de ne pas signer l'accord qui sera proposé par le ministre des Outre-mer. Manuel Valls en est conscient, cette troisième visite s'annonce corsée. Afin d'informer la population sur les décisions prises à l'issue de la convention du FLNKS qui s'est tenue samedi dernier à Yaté, les groupes de délégation se sont réunis ce matin pour une conférence de presse. Selon le FLNKS, le projet d'accord transmis le 30 mars dernier par l'État est à ce jour inacceptable. D'après le groupe, il reste éloigné du droit international de décolonisation et l'écart des positions entre les différentes parties est encore trop important. Le Front prend néanmoins acte du troisième déplacement du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et compte poursuivre le dialogue autour de la proposition d'accord de Kanaki. Une proposition qui sera déposée et défendue par le FLNKS. Les options qui ont été portées, c'est des options portées par nos compatriotes. On a nourri aussi ce débat pour apporter nos éléments d'analyse sur le projet du FLNKS à l'intérieur. Je dis que la phase qui arrive, on fait le round 2 en posant aussi nos analyses et en demandant aussi à l'État de prendre en compte ces hypothèses de travail-là. Ce qui est porté en plus au-dessus de l'accord de Nouméa, aujourd'hui, en dehors il y a très peu de choses en plus. Nous, ce qui nous intéresse dans l'accord précédent, c'était essentiellement l'exercice du droit à l'autodétermination. Un accord de décolonisation, une phase de stabilité, que nous on appelle de transition, dans lesquelles on se donne les moyens de poser les diagnostics aussi sur ce qui s'est passé le 13 mai, afin de répondre à des problématiques qui ne sont pas simplement des problématiques économiques, mais aussi sociétales. En tant qu'indépendantiste de tous bords, on se rend bien compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, si le document il est posé sur la table, l'exercice c'est d'en tirer profit et puis de formuler des propositions dans lesquelles on est en capacité de faire valoir les motions qui sont portées par nos instances. Le FLNKS prévoit de se réunir demain pour décider de la suite. Allô, bonjour ma nana. T'es à la maison? Ben j'arrive là. Ok. C'est bon, Lila, elle est pas là. Ok, ça marche. Ben on arrive. Avant d'arriver, Aurélie s'assure que les animaux soient sous contrôle. Elle est agent recenseur en tribu et parfois les chiens peuvent compliquer son travail. Ça, c'est le plan de mon district, les plans détaillés de chaque maison, logement que j'ai à visiter dans la tribu. Et puis ben là, je suis dans la zone nord de ma tribu, comme j'ai déjà attaqué la zone sud au début de semaine, la semaine dernière. Et puis là, je suis du côté de la Darse. Ce matin, elle passe chez Marie-Rose, habitant de la tribu de Tibarama. L'accueil est chaleureux, signe que le recensement est accepté. L'échange dure quelques minutes, le temps de remplir le formulaire. Ça va, c'était pas trop dur les questions, c'était tout simple. Oui. Vous n'avez pas senti de questions qui vous gênaient Non, pas du tout. Tous les agents recenseurs portent une chasuble et sont munis de leur carte attestant leur fonction. Un équipement obligatoire est nécessaire, surtout pour Aurélie qui n'a pas de véhicule. Des gens qui passent en voiture, mais voilà, ils me regardent comme ça, puis klaxonnent. Et je me dis, ils doivent savoir que je recense la population. Même procédure ici, explication sur le déroulement du recensement avant de remplir les formulaires. Aurélie doit recenser plus de 130 logements et pour l'heure, aucune personne n'a refusé de la recevoir. Comme d'habitude, on va vérifier, on va contrôler et si tu as des questions, si tu as eu des refus ou... Poindimier compte environ 5000 habitants, soit 2000 logements identifiés. La collecte des 15 agents sur le terrain est ensuite transmise à 2 contrôleurs dans Virginie. Donc moi, c'est le contrôle des documents qui soient bien remplis, qu'il ne manque rien.
et savoir si les logements ils ont bien été recensés au rang qui figure sur les cartes. Voilà. Et après, non, on procède à la saisie. Aucune donnée nominative n'est saisie, seules les informations telles que le type de logement sont enregistrées. Muriel, superviseur, s'assure, elle, que les agents soient efficaces et que le recensement se réalise dans les meilleures conditions. Et chaque acteur du recensement, que ce soit les agents recenseurs, les contrôleurs du recensement, les superviseurs du recensement et toutes les personnes qui vont traiter ensuite les données, on est tous soumis au secret professionnel et ce serait une fraude grave que de déroger à ce secret-là. Donc on garantit vraiment la confidentialité des données du recensement, qui ne servent qu'à des fins statistiques. Dans le Nord, Muriel supervise le recensement dans les communes de Poindimié à Ouégoua. Au jour d'aujourd'hui, dans la zone dont je suis responsable en tant que superviseur, je dirais qu'on est à peu près à 35% de taux d'avancement. Et bien sûr, ce taux doit enfler au fil du temps et rapidement. Dans la zone de Muriel, si certaines questions peuvent sembler intrusives, les refus d'être recensés sont rares. Si vous n'avez pas encore reçu la visite d'un agent, pas d'inquiétude, le recensement se poursuit jusqu'au jeudi 22 mai. Celle-là, je l'ai pas... Si, j'ai mis le prix déjà. Depuis ce matin, l'antenne de Koumak du Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie se vide petit à petit. Tout le matériel est emmené dans l'auditorium, puis rangé par famille pour être étiqueté. Olivia et les bénévoles présents préparent la vente de ces instruments. Là, on vend des pianos, des batteries, des percussions, des amplis, des guitares, des basses, des guitares électriques, des pieds de micro, des pupitres et puis du mobilier parce qu'on avait aussi, on a les loges, on a toute la partie théâtre parce qu'on faisait aussi des stages théâtre avec les enfants et les adultes. Du coup, on a les costumes, les accessoires, enfin voilà, beaucoup de choses qui doivent être écoulées au plus vite parce que normalement on finit nos contrats aujourd'hui pour le reste des employés. Du coup, le reste du temps qu'on va passer à finir les ventes, voilà, c'est du bénévolat. Depuis le 21 mars dernier, l'Association des formations des musiciens intervenants, l'AFMI, a dû arrêter ses activités et fermer ses antennes de Koumak, Poindimié et des autres villages. N'ayant pas reçu de subvention, l'association a encore des factures à régler, mais aussi des salaires à verser. En fait, la FMI a décidé de ne pas répondre au marché du conservatoire, qui proposait 53 millions. Et donc, ça sous-entendait donc que plusieurs structures allaient fermer. Et on est obligé d'en arriver là, parce que de toute façon, la FMI n'a pas de fonds propres. C'est de l'argent public. Donc, tout le matériel qu'elle a investi est destiné justement à compenser les pertes de salaire, etc. On espère tirer au moins 3 millions du matériel à vendre sur Koumak. Jeff, professeur de batterie, touche sans doute pour la dernière fois ses instruments. Il nous confie hors caméra la déception qu'il ressent face à cette situation. Déception partagée par les 5 autres employés de l'antenne de Koumak. Voilà, donc là, on se retrouve dans une situation incomprise du tout public, de nos élèves. On a des parents qui sont complètement en larmes parce que ils font partie de ceux qui ont mis en place cette antenne à l'ouverture en 2012 et qui ne comprennent pas pourquoi une antenne en activité productive avec des personnes motivées à l'intérieur, que ce soit tant en salariés qu'en élèves ou en participants, en artistes, parce qu'on reçoit quand même beaucoup d'artistes qui ont plaisir de venir à Koumak, on ne comprend pas pourquoi on doit fermer. Il y a une espèce d'injustice, une forme d'injustice envers cette antenne qui a été active, productive pendant ces dizaines d'années. Instruments de musique, instruments de sonorisation, mobilier, ordinateur, tout doit partir. La vente se fera sur 2 jours, ce jeudi et vendredi, de 9h à 19h, ici, à l'antenne du Conservatoire de musique de Koumak.
Protéger les fonds sous-marins de la Nouvelle-Calédonie de ce que pourrait entraîner la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales. C'est l'objectif du moratoire adopté par le Congrès hier pour une durée de 50 ans. La seule perspective qu'on a, puisqu'on ne connaît rien sur les fonds marins, c'est que toute initiative qui ne serait pas précédée d'une recherche scientifique va avoir des conséquences sur la biodiversité, sur l'environnement. Or, c'est précisément ce qu'on doit préserver dans le parc naturel de la mer de Corail. Donc tout ça est très cohérent. Et bon, cette durée, elle peut paraître très impressionnante, mais compte tenu de la difficulté que représentent ces travaux, je pense qu'on a bien fait de fixer ce moratoire aussi long. Toute une après-midi de débat qui s'est crispé autour de la définition des mots exploration et exploitation. Les groupes politiques Rassemblement et l'intergroupe loyaliste, opposés au texte, souhaitaient rendre possible l'exploration des fonds marins pour acquérir des informations et pouvoir prendre des décisions pour les générations futures. Interdire l'exploration, c'est ne pas comprendre pourquoi on interdit aussi l'exploitation. Et aujourd'hui, notre parti, c'est d'ouvrir justement l'exploration, mais interdire l'exploitation. Ne pas s'interdire l'apport de connaissances et ce levier de développement économique et social qui peut être un vrai levier de développement en Nouvelle-Calédonie. Le texte interdit la prospection, l'exploration et l'exploitation, mais il n'interdit pas l'acquisition de données scientifiques comme le rappelle Calédonie Ensemble, porteur du projet de loi. On est juste en train de dire la première étape est autorisée, la recherche scientifique, elle est même nécessaire. Les autres étapes, que sont la prospection, l'exploration et l'exploitation, vont pouvoir attendre. Pour l'éveil océanien, la dimension de la vision autochtone doit être entendue au-delà de l'intérêt économique. Ouvrir ce chemin-là, c'est nous exposer à une vision, j'allais dire, une économie industrielle qui va détruire l'environnement et en même temps nous. Donc il faut être prudent, faut être humble dans cette démarche et c'est pourquoi on a voulu accompagner ce moratoire qui est avant tout pour nous un cri des peuples autochtones dans son rapport à l'océan. L'ancien texte portait le moratoire à 10 ans. Avec cette décision, la Nouvelle-Calédonie est la première au monde à sanctuariser ses fonds marins durant 50 ans. Cette décision attendue depuis 2 ans est une satisfaction pour l'association environnementale WWF. C'est qu'on peut vraiment faire de la Calédonie la capitale mondiale de la biodiversité, faire le choix du respect des générations futures, le choix de la connaissance, parce qu'elle n'est pas interdite, la recherche n'est pas interdite, mais c'est une recherche qui donnera la possibilité à nos enfants de choisir une exploitation possiblement, mais respectueuse du vivant. À l'heure actuelle où le président des États-Unis, Donald Trump, décide d'ouvrir l'extraction de minerais dans les grands fonds océaniques, la sanctuarisation du parc de la mer de Corail et ses 1,3 million de kilomètres carrés est un signal fort. D'autant plus à l'approche du sommet des Nations Unies sur les océans à Nice qui se tiendra du 8 au 13 juin.